Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à l'heure de l'Hécatéba. L'heure de l'Hécatéba, en ce moment, est consacrée à la doctrine sociale de l'Église et aux différents piliers. Nous sommes à l'étape numéro 2, à l'étape numéro 3. La première étape, nous avons vu le principe qui est la dignité humaine, la dignité inaliénable de la personne humaine. Et ce principe nous indiquait que tout homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et en cela, Dieu garantit lui-même la dignité humaine. Et à cause de cela, aucune structure, aucun pouvoir, aucune réalité ne peut être au-dessus, ne peut aliéner la dignité humaine. Il y a un principe, après cela, ça c'est le principe. Nous avons commencé à parler des piliers. Normalement, le premier pilier, c'est le respect de la vie humaine. Le respect de la vie humaine. Ça découle naturellement du principe de la dignité de la personne humaine. Je crois que nous consacrerons toute une page, tout un espace pour parler du respect de la vie humaine dans son accueil, la préparation de son accueil, le déroulé, les phases difficiles, les phases critiques comme la maladie, comme la vieillesse, comme la souffrance extrême, dont ça mérite carrément qu'on consacre tout un espace qu'on appelle espace bioéthique. Donc on aurait pu commencer les principes par là, le respect de la vie humaine. Mais nous avons commencé par le bien commun. Notre dernière vignette parlait du bien commun, en essayant de distinguer le bien commun euh, comme condition et bien commun comme chose matérielle, et bien comme matériel, comme chose palpable, comme matérialisation de ces conditions. Donc le bien commun, c'est l'ensemble ce sont les conditions qui permettent aux hommes à bien atteindre aux hommes et au groupe humain d'atteindre leur bonheur dans la plus grande perfection et dans la plus grande facilité. Et en cela, nous avons vu que le bien commun, ça peut être non seulement la paix, le bien fondamental, la paix, la santé, l'éducation, de toutes les façons, les conditions. Il y a plusieurs éléments. Et le bien commun ici est un bien qui doit être, c'est la raison d'être de l'État. C'est la raison d'être de l'État. C'est l'État qui doit créer ces conditions. Mais les individus aussi doivent contribuer au maintien du bien commun. La communication, la santé. Chacun d'entre nous est donc responsable du bien commun. Nous voulons maintenant parler du système de subsidiarité et à partir de son nom même déjà, on peut se faire une idée. Parler de subsidiarité, c'est parler de la qualité de la relation entre l'État comme société parfaite et les structures intermédiaires. Une société parfaite, ce n'est pas une société qui n'a pas d'erreur. C'est une société, on parle en morale d'une société parfaite en faisant référence à une société qui possède tous les moyens pour atteindre son objectif. Et en cela, l'État est une société parfaite de par sa nature. L'Église aussi est une société parfaite de par sa nature spirituelle parce qu'elle dispose de tous les moyens spirituels pour atteindre sa mission spirituelle qui est le salut de l'être humain. Alors, revenons au principe de subsidiarité dont j'ai parlé tout à l'heure de l'État comme société, comme société parfaite, mais composé de corps intermédiaires. En l'absence de corps intermédiaires, que nous appellerons les corporations, la société civile et autres corps intermédiaires, les groupements, les associations, nous avons affaire à un État totalitaire. Et donc, la subsidiarité est un principe qui
un peu comme la participation, comme celui de la participation, demande à l'État de donner aux sociétés intermédiaires, à l'État société parfaite, de donner aux structures intermédiaires l'aide, subside, donc de donner d'abord la possibilité de faire ce qu'ils peuvent faire et que l'État ne le fasse pas à leur place. Donc, et de leur donner aussi l'aide qu'il faut pour qu'ils le fassent. Donc, lorsqu'une société, lorsqu'une structure intermédiaire peut réaliser quelque chose, l'État étant société parfaite peut aussi le faire. Mais le principe de subsidiarité dit que l'État est invité à laisser, à donner les subsides et les aides à ces sociétés, à ces structures intermédiaires pour qu'elles puissent mieux, pour qu'elles puissent mieux faire ce travail. Le principe de subsidiarité protège les personnes des abus des instances sociales supérieures et incite ces dernières à aider les individus et les corps intermédiaires à développer leurs fonctions. Ce principe s'impose parce que toute personne, toute famille et tout corps intermédiaire ont quelque chose d'original à offrir à la communauté humaine. Donc chaque réalité, chaque structure a quelque chose d'original à donner. On ne peut pas se dire que si on se prive de rien n'arrivera, mais on doit se dire que en travaillant avec eux, on profite, on leur donne, on les valorise. Ainsi, lorsque dans une société, des agriculteurs peuvent mieux s'organiser pour juguler une crise alimentaire, l'État, au lieu de mettre par exemple des militaires à travailler à la place des GIC, des groupements d'intérêt communautaires, gagne mieux à renforcer le pouvoir des groupements, des associations paysannes pour qu'elles puissent mieux faire ce qu'elles peuvent faire. Et l'État ne leur donne que des subsides. Voilà dont l'origine du terme subsidiarité, c'est-à-dire l'art d'aider les sociétés, les corps intermédiaires à mieux assumer leur mission. L'application du système de subsidiarité à l'application du système du principe de subsidiarité correspondent le respect et la promotion effective de la primauté de la personne et de la famille, la mise en valeur des associations et des organisations intermédiaires dans leurs choix fondamentaux et dans tout ce qui ne peuvent pas être délégués ou assumés par d'autres. Donc, l'encouragement offert à l'initiative privée. Voilà donc la subsidiarité porte toutes ces valeurs, c'est-à-dire la valorisation des personnes, des corps intermédiaires, l'encouragement de l'initiative privée, de sorte que tout organisme social, avec ses spécificités, demeure au service du bien commun. Et donc, le principe de subsidiarité invite l'État à assumer la fonction de suppléance, que l'on pense par exemple aux situations où il est nécessaire que l'État stimule l'économie à cause de l'impossibilité pour la société civile d'assumer cette initiative de façon autonome, que l'on pense aussi aux réalités de grave équilibre et d'injustice sociale où seule l'intervention publique peut créer des conditions de plus grande égalité de justice et de paix. À la lumière du principe de ce pilier de la subsidiarité, le principe de subsidiarité, cependant, cette suppléance institutionnelle ne doit pas se prolonger. C'est-à-dire si, par exemple, pendant un temps de famine, l'État offre et la viande et le blé et le maïs aux associations paysannes pour qu'elles puissent redistribuer, puisqu'elles maîtrisent mieux les couloirs de la distribution. Cette suppléance de l'État ne devrait pas durer au risque de créer une autre dépendance qui serait par exemple
le fruit de l'extinction de l'activité agricole, dont la suppléance ne doit pas s'étendre au-delà du strict nécessaire, à partir du moment où elle ne trouve sa justification que dans le caractère d'exception à la situation. C'est-à-dire, en temps normal, l'État doit donner la suppléance, laisser les hommes cultiver, laisser les gens, mais en temps de besoin maintenant, et aider les hommes à faire les corps intermédiaires à faire leur travail. Mais lorsqu'il le faut, l'État peut intervenir pour suppléer. Ça veut dire, les subsides, c'est donner aux corps intermédiaires ce dont ils ont besoin pour bien faire leur travail. Mais quand il le faut, et il y a une nécessité, l'État peut suppléer. Et plusieurs fois, l'État supplée, c'est-à-dire à l'importation, l'État fait entrer une dose de maïs, etc. Mais l'État ne doit pas devenir n'importe. Chez nous avons pris l'exemple du maïs. Donc, cette suppléance de l'État, qui est encore subsidiaire, c'est-à-dire qui est une aide, ne doit pas durer au-delà du strict minimum possible, en dehors de son caractère d'exception de la situation. En tout cas, le bien commun correctement compris dans les exigences ne devront être en aucune manière en contraste avec la protection et la promotion de la primauté des personnes, devra demeurer le critère principal de discernement pour apprécier l'intervention de l'État. Et donc, la subsidiarité aussi régularise ou bien réglemente l'intervention de l'État pour éviter l'interventionnisme, pour que cette intervention de l'État soit ponctuelle et que les subsides, c'est-à-dire l'aide donnée aux corps intermédiaires, visent à leur permettre de bien faire leur travail et toujours dans le respect de la dignité humaine. Voilà en ce qui concerne quelques éléments en ce qui concerne la notion de subsidiarité. Notre prochaine vignette concernera la notion de solidarité, qui est en lien aussi avec la notion de subsidiarité, mais fonctionne d'une autre manière. Ou bien nous commencerons d'abord par la destination universelle des biens, et par la suite nous verrons le principe de solidarité. Vous voyez, tout cela est circulaire, parce que la dignité humaine qui convoque tous ces piliers laisse passer des messages valoriaux dans toutes les situations pour que l'homme soit encore protégé et gardé comme image de Dieu. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de laisser un commentaire, de laisser un like, de le partager pour que la volonté de Dieu soit connue. Ciao.